Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos où nous recevons la professeure Anne-Gaëlle Cordier, professeure des universités en gynécologie obstétrique à Paris-Sorbonne Université et praticien hospitalier responsable de la maternité et des urgences gynéco-obstétricales de l'hôpital Thonon. Avec Océane, elle nous partage ses recherches sur les conséquences et risques de la grossesse chez les patientes drépanocytaires. Bonjour professeur Cordier et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast, le micro des gynécos, pour parler aujourd'hui drépanocytose et grossesse. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. La drépanocytose est une problématique insuffisamment connue et pourtant pas si exceptionnelle. L'OMS parle de 300 000 enfants chaque année qui naissent dans le monde avec une pathologie de l'hémoglobine et principalement la drépanocytose. En France, on trouve des chiffres variables selon les régions, mais jusqu'à probablement 1 sur 750 en Île-de-France et 1 sur 200 en Guyane d'enfants avec un syndrome drépanocytaire majeur. Pouvez-vous déjà nous rappeler un petit peu à quoi correspond cette pathologie avant d'enchaîner sur les complications de la grossesse? Oui, bien sûr, effectivement, ce sont des chiffres qui sont variables en fonction des régions. C'est une maladie génétique qui est extrêmement fréquente, qui est un mode de transmission autosomique récessif et qui touche en fait la fabrication de l'hémoglobine. Et donc, on a une mutation dans la chaîne bêta qui est responsable en fait d'une anomalie de la chaîne de la globine et qui va être responsable d'une modification de sa conformation dans certaines situations de stress, d'hypoxie, d'infection et qui va rendre les globules rouges complètement rigides et en forme de faucille. C'est pour ça que ça s'appelle l'anémie falciforme ou sickle cell disease en anglais. Merci beaucoup. Concernant les complications de la grossesse, pouvez-vous nous les rappeler d'un point de vue fœtal et maternel? On commence par ce que vous voulez. Alors, effectivement, on va commencer par la maman. En fait, la maman, elle peut avoir 2 types de complications. Les complications qui sont obstétricales et puis les complications qui sont liées à sa drépanocytose. D'un point de vue obstétrical, ce sont des patientes qui vont faire plus de prééclampsie, plus d'éclampsie, qui vont avoir besoin de plus de césarienne pour leur mode d'accouchement. C'est entre 50 et 60% des patientes qui auront une césarienne. Donc obstétricalement, on est sur des patientes plus à risque. En France, 50-60% en France? Oui, tout à fait, en France. Et puis, au niveau du bébé, quand on reste sur l'obstétrical, les bébés font plus de retard de croissance et de prématurité. Et donc, on est sur des grossesses qui sont plus compliquées. Et puis, d'un point de vue complications plus larges que l'obstétrique, elles vont faire plus de risques d'infection, donc plus de pneumopathie, de pyélonéphrite, de sepsis de façon globale, et plus de risques thromboemboliques avec des phlébites ou des embolies pulmonaires. Donc, le risque est majoré et en prénatal et en postnatal. Et puis la deuxième partie, c'est la partie drépanocytose. Et effectivement, pendant la grossesse, elles ont plus de risques de faire des complications liées à la drépanocytose, donc des crises vaso-occlusives, syndrome thoracique aigu, qui peuvent les mettre extrêmement en danger pendant la grossesse. Et c'est pareil, c'est en pré et en postnatal. Elles augmentent aussi leur risque de besoin de transfusion. On pourra en reparler si vous souhaitez tout à l'heure. Très bien, on en reparlera juste ensuite. Pouvons-nous d'abord peut-être rappeler comment surveiller les grossesses de ces patientes? Donc les patientes drépanocytaires, l'idéal, ce serait qu'elles aient une grossesse qui soit programmée, qu'elles aient du coup une consultation préconceptionnelle. Tout simplement parce que, au quotidien, ce sont des patients qui, font des crises, qui font des complications aiguës, mais qui font aussi, des complications chroniques. À force d'avoir des crises vaso-occlusives, elles abîment leurs organes et du coup, c'est très important avant qu'elles débutent une grossesse de s'assurer qu'elles sont dans un état clinique qui leur permet de supporter une grossesse. Et donc, ces patientes doivent bénéficier d'une consultation prénatale si c'est possible pour pouvoir, réaliser tous les examens nécessaires pour évaluer leur état, avant la grossesse, que ce soit une échographie cardiaque, que ce soit une vérification de leur fonction rénale, que ce soit une vérification du fond d'œil pour, s'assurer qu'il y a pas de rétinopathie, sévère qui justifierait des prises en charge. Je vous rappelle que ce sont des patientes qui ont une maladie génétique, donc c'est transmissible de façon autosomique récessif. Ces patients qui sont drépanocytaires ont 2 allèles mutés, soit SS, soit SC, soit S-bêta-thalassémique. Donc c'est très important de connaître le statut du conjoint pour savoir le risque pour l'enfant à naître d'être porteur également d'un syndrome drépanocytaire majeur.
Il faut faire une électrophorèse de l'hémoglobine du conjoint. Si le couple est à risque d'avoir un enfant qui soit porteur de bêta S, donc qu'elle soit SS, peut être discuté de réaliser un geste invasif, donc une biopsie trophoblaste ou un amniosynthèse pour connaître son statut. Sur les autres statuts SC ou S-bêta+, on ne fait pas en général de prénatal chez ces patientes. On informe les parents, mais on ne fait pas d'amniosynthèse pour vérifier le statut de l'enfant, tout simplement parce que ce sont des formes qui sont moins graves et donc on considère qu'il n'y aurait pas de possibilité d'acceptation d'une interruption médicale de grossesse si l'enfant était atteint. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas proposé. Mais si l'enfant est à risque d'avoir une forme SS, c'est discuté avec le couple, au cas Et par ça cas. peut être accepté alors dans ce Et contexte. l'IMG pourrait être accepté dans ce contexte-là, oui. Concernant l'optimisation de l'accueil, à la naissance de ces enfants, en dehors de prévenir nos collègues pédiatres, est-ce qu'il y a des précautions particulières, à prendre? Alors, ce sont des enfants qui, même s'ils sont SS ou SC ou S-bêta+, en fait, à la naissance, ils ont de l'hémoglobine F fœtale. Donc, jusqu'à leurs 6 mois, en fait, ils sont protégés par leur hémoglobine F et ils sont pas encore dans la symptomatologie problématique de la drépanocytose. Mais à partir de 6 mois, ils peuvent commencer à faire des crises. Donc, ils sont de toute façon dépistés à la naissance. Et ensuite, il y a une surveillance et une mise en place d'un traitement si nécessaire en fonction de leurs symptômes. Le test de Kyower, il est difficile à utiliser chez ces patientes alors? Alors, chez ces patientes, effectivement, on peut difficilement utiliser le test de Kleiner, notamment au cours de la grossesse, quand les patientes viennent pour des baisses de mouvements actifs ou quand elles ont pris un choc, tout simplement parce qu'en fait, les globules rouges des patientes sont en régénération permanente et non du coup, on a des formes extrêmement jeunes, non matures qui ressemblent beaucoup aux globules rouges fœtaux. Et donc, on peut prendre en fait les formes très matures d'hémoglobine des patients drépanocytaires pour des globules rouges fœtaux et dire de façon faussement positive que le Kleiner est positif. En fait, ce sont juste des formes précoces et il n'y a pas de cellules fœtales. Mais comme on ne peut pas faire le diagnostic, il y a des techniques, notamment de la cytométrie de flux, mais c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que certains centres qui le font. Mais du coup, si on sait que la patiente a eu le drépanocytaire ou surtout si on a déjà la notion de l'atteinte fœtale, on peut en tout cas se renseigner pour la cytométrie de flux auprès d'un centre, expert si on a vraiment besoin de l'examen et sinon du coup en première intention peut-être sur le CD avec, le Doppler de l'artère systolique moyenne ou c'est ça, ce serait Oui, ça? après, ça sera vraiment échographique et sur le monitoring et autres. L'autre chose qu'on ne peut pas faire chez les patients drépanocytaires, c'est regarder l'HbA1c si on veut faire une surveillance de diabète, puisque du coup, c'est pas utilisable. Donc, on peut éventuellement se servir de la fructosamine ou d'autres éléments, mais en tout cas, on ne peut pas utiliser l'HbA1c non plus dans la surveillance du diabète chez les patients drépanocytaires. Ah oui, c'est intéressant, on n'y pense pas forcément, ouais. Ensuite, pour le suivi de la grossesse en lui-même, il y a des éléments qui vont être importants. Déjà, c'est une grossesse qui devra être suivie plus que les grossesses habituelles, surtout sur la fin de grossesse. Dès le début de la grossesse, on aura une consultation par mois par l'obstétricien et il faut qu'il y ait aussi une consultation par l'hématologue ou le médecin interniste qui suit la drépanocytose de façon mensuelle ou 1 mois sur 2 avec un staff du dossier de la patiente pour se mettre d'accord sur les risques spécifiques de cette patiente. Ensuite, il faut optimiser sa grossesse sur tout ce qui va être règles hygiéno-diététiques avec plus de repos, une hydratation importante, qu'elles évitent les situations à risque de crise, c'est-à-dire le froid, l'hypoxie, l'alcool, les infections, le tabac. Il faut aussi supplémenter leurs carences. Donc, ces patientes sont de façon quotidienne sous acide folique 5 milligrammes puisqu'elles ont un besoin de régénération très important de leurs globules rouges en permanence, puisque leurs globules rouges ont une durée de vie qui est très réduite par rapport à la norme. Et donc du coup, quand elles sont enceintes, il faut mettre de l'acide folique double dose, donc 10 milligrammes par jour, toute la grossesse et tout le temps de leur allaitement après. On les supplémente également en vitamine D et puis, en fonction de leur ferritinémie et de l'hémoglobine, on va les supplémenter en fer de façon très ponctuelle. On leur fait porter des bas de contention devant le risque de thrombose et puis on s'assure que tous les vaccins sont bien à jour et on va optimiser aussi leur prise en charge de la prise en charge de leur douleur et donc optimiser avec elles si elles ont des crises vasoclusives à la maison, quels antalgiques prendre, lesquels sont moins indiqués et surtout leur rappeler de venir à l'hôpital si jamais elles ont une crise qui ne passe pas. Donc ça c'est jusqu'à à peu près 30-32 semaines, on va voir les patientes de façon mensuelle
Et puis, à partir de 32 semaines, on va surveiller les patientes beaucoup plus souvent. Donc, elles seront vues aux explorations fonctionnelles une fois par semaine et elles auront une surveillance par une sage-femme à domicile une fois par semaine également. Et ça, jusqu'à la fin de la grossesse, ça nous permet de s'assurer qu'elles ne se compliquent pas le troisième trimestre, soit parce qu'elles ont voilà, un risque de petit pour la gestationnelle qui est augmenté, soit parce que en fait, il faut qu'on surveille le risque de décompensation en pré-éclampsie. Et donc, on a pris cette habitude de surveiller les patientes 2 fois par semaine jusqu'à la fin. On programme ensuite l'accouchement en fonction du déroulé de la grossesse et de la tolérance du bébé et de la mère, du nombre de prises et éventuellement des transfusions qui ont été nécessaires. Et on va en général déclencher la patiente à 39 semaines pour éviter la fin de grossesse qui peut être plus délétère pour la patiente. Par précaution, les patientes qui, avant la grossesse, ont de l'hydroxyurée ont un arrêt de leur traitement en tout début de grossesse et en général, on ne le reprend pas pendant la grossesse, sauf cas exceptionnel. Par ailleurs, les patientes qui vont avoir une néphropathie avant leur grossesse et qui sont sous IEC vont devoir aussi arrêter leur traitement en début de grossesse et vont être des patientes plus à risque et aussi de présenter une pré-éclampsie. La dernière chose très importante dans le suivi de grossesse sont des patientes qui ne doivent pas avoir de maturation des poumons du bébé par corticoïdes en cas de menace d'accouchement prématuré, de naissance prématurée à venir, tout simplement parce que ça leur fait déclencher des crises vaso-occlusives qui peuvent être très graves. Donc, on essaie de ne pas faire cette maturation par corticoïdes. Si cela est indispensable pour améliorer le pronostic de l'enfant, on discute au cas par cas et on essaye de faire des transfusions avant les injections de corticoïdes pour baisser le taux d'hémoglobine S dans le sang maternel. Pour l'accouchement, on déclenche vers 39 semaines. On s'adapte aux antécédents de la patiente, au nombre de crises, si elle a déjà accouché voix basse ou pas. Et si on doit faire une maturation, c'est très important de faire en sorte que la patiente n'ait pas de douleur ou le moins possible. Et donc, du coup, il faut vraiment entourer la maturation d'une dentalgique adaptée et de ne pas hésiter à poser une péridurale précocement, même si c'est en cours de maturation. Et pendant le travail, il faut qu'elles aient une perfusion, qu'elles soient bien hydratées, qu'elles soient oxygénées, qu'elles n'aient pas froid, pour limiter le risque de crise pendant et surtout pendant le postpartum. Est-ce que vous conseillez de surveiller leur saturation en oxygène? Alors elles sont effectivement surveillées pendant l'accouchement, tout le temps avec la saturation, un monitoring, et cetera, oui. D'accord. Concernant la surveillance aux explorations fonctionnelles, vous faites des échographies chaque semaine ou chaque 2 semaines? Alors, au cours de la grossesse, on fait des échographies plus fréquentes, notamment on fait une échographie intermédiaire à 28 semaines et on fait l'échographie de croissance aussi à 36 semaines pour s'assurer que le bébé a une croissance conservée, parce qu'elles ont plus de retard de croissance et notamment sur le troisième trimestre. Et ensuite, quand elles sont aux explorations fonctionnelles, elles ont une surveillance du Doppler ombilical, effectivement, et du bien-être fœtal toutes les semaines. D'accord, merci. Et l'hydroxyurée, si on l'arrête du coup pendant la grossesse, on peut le reprendre pendant l'allaitement? Alors non, en fait, on peut le reprendre pendant la grossesse si c'était indispensable, mais dans certains cas, c'est discuté de façon multidisciplinaire. C'est vraiment si on n'arrive pas à gérer les complications pendant la grossesse. Mais bon, c'est pas très fréquent et pendant l'allaitement, c'est contre-indiqué. Donc les patientes ne peuvent pas allaiter sous hydroxyurée. Donc pour l'instant, il faut attendre que les patientes aient arrêté d'allaiter pour pouvoir reprendre l'hydroxyurée. Donc c'est toujours une discussion au cas par cas avec chaque patiente. Il n'y a pas d'autres traitements qui peuvent être envisagés sinon, si jamais elle devenait vraiment symptomatique ou qu'elle était encore plus à risque que les autres et que Alors, on peut toujours faire des transfusions si c'est nécessaire pour essayer ouais, de limiter la symptomatologie, mais pas vraiment d'alternative. non, il n'y a pas d'autres médicaments. Le seul médicament efficace chez le drépanocytaire, c'est l'hydroxyurée. Et les transfusions, à chaque fois que vous transfusez les patientes, on les transfuse avec un phénotype étendu le plus en adéquation, mais c'est toujours à risque d'alloimmunisation. Et c'est très important de comprendre qu'une patiente alloimmunisée a deux risques. Un qui est de faire une hémolyse post-transfusionnelle retardée sur une transfusion ultérieure, et ça la met en danger. Et puis la deuxième chose, c'est que ça réduit leur durée de vie, avec une réduction de plus de 10 ans, entre 10 et 20 ans de leur espérance de vie. Donc c'est très important d'éviter d'alloimiser les patientes. Et donc chaque culotte globulaire passée à une patient drépanocytaire doit être discutée
avec les hématologues et les anesthésistes. Et concernant la crise vaso-occlusive en particulier, comment la diagnostiquer et la prendre en charge pendant la grossesse? Alors les patientes font, effectivement, plus de crises vaso-occlusives souvent pendant la grossesse, donc c'est très important que vous sachiez les diagnostiquer. Donc les crises vaso-occlusives sont les petits globules rouges qui vont, se mettre en forme falciformée, donc en forme, de faucille et qui vont bloquer les vaisseaux. Donc ça donne des douleurs osseuses, très importantes qui, sont parfois associées de fièvre, mais c'est pas systématique. Au niveau du bilan sanguin, vous pouvez avoir une baisse de l'hémoglobine et une augmentation des LDH qui montrent l'hémolyse, associée à ces crises, mais c'est pas systématique. Parfois l'hémoglobine reste stable. Le diagnostic se fait vraiment sur la douleur. Il faut, hospitaliser les patientes si ça ne passe pas avec les antalgiques, de palier 1, à domicile. On les hydrate, on leur met de l'oxygène, on prévient la maladie thromboembolique en mettant des anticoagulants si les patients restent alités. Si besoin, on peut, mettre de la morphine et surtout, il faut bien entourer ces patientes, essayer de calmer leur anxiété qui est un des facteurs, majeurs, de déclenchement, des crises vaso-occlusives. Si les crises ne sont pas traitées suffisamment, vite et de façon optimale, les patientes risquent de développer un syndrome thoracique aigu dans les 4 à 5 jours qui suivent le début de la crise vaso-occlusive. Donc ça arrive à peu près dans, 10 à 20 des, grossesses. Et ça s'exprime par une douleur thoracique importante, avec une dyspnée, une fièvre. Et si vous cherchez la physiopathe, c'est un mélange en fait d'embolie graisseuse, de vaso-occlusion, de thrombose, d'infection et c'est responsable d'une hypoventilation. Et donc chez ces patientes, quand elles font un syndrome thoracique aigu, il faut faire un scanner puisque on a une embolie pulmonaire qui est associée dans quasiment 20% des cas. On peut avoir une hypertension artérielle pulmonaire, intermittente pendant cet épisode-là. Donc voilà, c'est très important de bien surveiller ces patientes. Elles sont hospitalisées en réanimation et ce sont des épisodes, voilà, qui doivent être, connus et traités rapidement. Le traitement, peut nécessiter aussi, de faire des transfusions à ces patientes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument, réfléchir sur chaque kilo globulaire que l'on passe aux patientes en fonction de leurs antécédents, si elles ont déjà fait une alloménisation ou pas. S'assurer que les RAI sont négatifs, même si ils peuvent être négatifs malgré, la présence d'anticorps et voilà, vraiment s'assurer de la nécessité, de passer ces poches, avant de le faire. Est-ce que vous confirmez qu'en France, on n'a pas de recommandations officielles, sur la prise en charge de la grossesse chez la patiente, drépanocytaire? Si, il y a eu des recommandations qui ont été faites par tous les internistes, ça devait être en 2017, je pense, sur, la prise en charge globale de la grossesse. Dedans, vous avez, François Lyonnais, Anoucha Habibi, enfin tous les gens qui gèrent ces patientes, même quand elles sont enceintes. Et il y a eu des recommandations de prise en charge, qui ont été éditées. Je crois que c'est même dans la revue blanche, me semble-t-il. Merci professeur, c'était vraiment intéressant et vous avez réussi à être synthétique alors qu'on vous avait lancé sur beaucoup de questions concernant la drépanocytose et la grossesse. Je vais essayer de synthétiser, les take-home messages et surtout vous me coupez si je me trompe. Vous avez rappelé à juste titre que c'est des patientes, les patientes drépanocytaires étaient à très haut risque, pour, la grossesse, plus de césarienne, de risque thromboembolique, infectieux, de risque de retard de croissance, de prématurité pour leur bébé et puis aussi plus de risques par rapport à leur pathologie drépanocytaire, notamment de crise jusqu'au syndrome thoracique aigu. Au meilleur des cas, on souhaite une consultation préconceptionnelle, une grossesse programmée avec un suivi multidisciplinaire. On va prêter beaucoup d'attention aux règles hygiéno-diététiques, au repos, l'hydratation, éviter le froid, le tabac, les douleurs chez ces patientes et même jusqu'à l'anxiété. On va essayer de les supplémenter beaucoup en acide folique, 10 milligrammes par jour, mais aussi en vitamine D et en fer. On va favoriser la prévention thromboembolique avec les bas de contention. On peut utiliser pour le suivi de la grossesse les recommandations formulées en 2017, notamment par, les internistes, avec en tout cas une surveillance, rapprochée, une écho intermédiaire supplémentaire, par exemple vers 26 semaines et puis à partir de 32 semaines, des suivis très réguliers, notamment du Doppler ombilical et clinique. C'est des patientes chez qui il faudra un conseil, génétique. On arrête les IEC, l'hydroxyurée pendant la grossesse, l'hydroxyurée, sauf si cas exceptionnel.
On prévoit une provocation à adapter, personnalisée au contexte, mais vers 39 semaines, en évitant toute douleur, tout froid, toute hypoxémie pendant le travail, favoriser du coup la péridurale précoce. C'est des patientes chez qui on va essayer d'éviter les corticoïdes anténataux. Si vraiment on n'a pas le choix, ce sera avec une transfusion avant. Chaque cas de transfusion doit être discuté et ce sera seulement du phénotype étendu. On prendra en charge avec beaucoup d'attention les crises vaso-occlusives qui vont jusqu'au syndrome thoracique aigu avec un scanner parce que l'EP est souvent associé en réanimation parce que c'est une complication très grave qui doit être connue de tous et prise en charge sans aucun retard. Encore merci et à bientôt peut-être sur la chaîne. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.